maîtriser la technologie. Donc écoutez, on se réunit aujourd'hui dans le séminaire de recherche francophone du CCFEF. Nous continuons sur la thématique de la résilience et aujourd'hui, pour aborder cette problématique, donc nous accueillons Jean-Charles Chaurec, qui est directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Il est rattaché à l'Institut des sciences sociales du politique à Nanterre, dont il a été directeur entre 2003 et 2010. Donc vous êtes sociologue et historien, on peut dire, vous êtes sur deux spécialités. Donc vous êtes spécialiste de la Pologne contemporaine, et en particulier des relations entre juifs et polonais. Vous êtes donc auteur évidemment de nombreuses publications sur l'histoire de la Shoah, et notamment de l'ouvrage collectif Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique publiée en 2019 aux éditions du CNRS, qui fait un peu le point sur les études consacrées à cette thématique. Et parmi les terrains que vous avez pu étudier, vous avez aussi beaucoup travaillé sur le district au Powiat de Łuków, justement, et c'est de cette recherche que vous nous parlerez aujourd'hui en présentant le cas de Marianna A, donc vous l'avez annoncé, qui est la dernière habitante locale, donc d'origine juive, qui a connu la Seconde Guerre mondiale et ses tragédies. Donc c'est donc à travers finalement cette étude de cas, présentée dans une perspective historique, que nous allons aborder aujourd'hui le thème de la résilience, mais aussi, je pense, le thème de la mémoire des traumatismes vécus, et finalement comment est-ce que cette approche de la résilience s'inscrit dans cette histoire de la Pologne contemporaine, évidemment, à travers le drame que la Pologne a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, c'est une expérience toujours intéressante de venir parler des sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Donc, voilà, puisque vous êtes sous le thème de la résilience, j'ai un peu réfléchi comment est-ce que je vais inscrire la résilience dans mes travaux. Et je me suis dit que le cas de Marianna A, Adameczek, c'est son nom, s'inscrit, me semble-t-il, dans cette idée de résilience. Et je pense que c'est souvent à travers des destins individuels, je crois que je vous avais envoyé un texte qui a dû sortir, que cette résilience peut être le mieux illustrée. C'est difficile d'approcher la résilience comme ça. Et là, dans son cas à elle, c'est une expérience de sociologie empirique qui m'a permis de l'approcher. J'ai entrepris il y a plus d'une dizaine d'années, une recherche sur la région de Łuków. Recherche qui s'est ensuite... Moi, je dis Łuków à la française. On pourrait dire Łuków, mais bon, je dis Łuków à la française, puisque j'ai l'habitude d'en parler en français. Et cette recherche s'est inscrite dans le livre qui est là, que j'ai rejoint, parce qu'au début, j'étais seul, mais après, seul à vouloir faire une monographie, puis j'ai rejoint mes collègues qui m'ont aussi sollicité pour introduire une étude monographique sur le sujet qui était le leur dans le travail qui était celui de ce contrat, qui était l'étude des stratégies de survie des Juifs en quête d'aide. Entre 1942 et 1944, il y a une partie des Juifs dans un certain nombre de régions de la Pologne occupée, dans la plupart, peut-être même des régions qui cherchent de l'aide, et que comment ces stratégies se mettent en place. Et le livre porte sur ces stratégies à travers 9 régions. Et donc, ce livre existe. Et voilà, je me suis rendu moi-même à Łuków avant leur projet, le 5 octobre 2012, parce que j'ai appris qu'il y avait une cérémonie qui allait mettre, qui allait honorer la mémoire, honorer, si je puis dire, oui, qui ferait le point sur le plan mémoriel de la déportation des Juifs de Łuków, qui avait lieu le 5 octobre 1942. C'était à l'initiative, et je crois que ça c'est très important de le dire, à l'initiative d'un historien qui s'appelle Czubaszek, qui est un historien local. Cet historien avait écrit une histoire des Juifs de Łuków qui m'a aidé beaucoup. Donc dans mes choix, l'opportunité a été importante. Ça existe l'opportunité, pas l'opportunisme,
l'opportunité dans la recherche, ça existe, et donc j'avais cette opportunité de m'appuyer sur quelque chose d'existant, même sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça m'a aussi aidé, et j'ai beaucoup parlé avec cet historien local qui a réussi à convaincre les autorités de Loukov de faire cette cérémonie à la mémoire des Juifs déportés de Loukov. Ce n'était pas si facile pour lui de le faire parce que la municipalité de Loukov était une municipalité qui n'était pas très favorable à cela. C'était le parti Droit et Justice qui était exprimé par cette municipalité, mais quand même, ils l'ont fait et ça a eu lieu. Et au cours de cette cérémonie, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, il existe ici une dame qui est d'origine juive, déjà on a dit comme ça. Quand on dit l'origine, c'est toujours intéressant, enfin peu importe. Et qui m'a dit, c'est la dernière juive de Loukov. Donc, la dernière juive de Loukov, alors là, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et donc, en voiture, nous avons été, avec Monique qui était là, nous avons été rencontrer cette dame, Mariana Adametchek. Mariana Adametchek qui habitait toujours dans le même village. Et pour le sociologue que je suis, parce que je suis au départ sociologue, même si j'ai beaucoup été vers l'histoire, pour le sociologue que je suis, la rencontre avec Mariana a été un don. Et d'autant qu'il n'est pas fréquent de rencontrer un juif survivant. Un juif survivant paysan. Alors écoutez, peut-être là on va regarder le film, parce que ce film est très parlant, et après je reprendrai la parole. Ça prend un quart d'heure. Alors ce film a été fait par un réalisateur canadien en 1993. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai appris l'existence de ce film, j'ai eu beaucoup de mal à me le faire obtenir. Je l'ai finalement obtenu, j'ai réussi à le dupliquer. Il circule maintenant à Varsovie, je le sais. Et ce monsieur, il a fait un film sur 6 cas d'enfants cachés. Et le premier de ces cas d'enfants cachés, Hidden Children, c'est justement Mariana. Donc voilà, on va voir Mariana au début, puis après nous allons en parler. Alors donc, elle a vécu dans ce village toute sa vie, y compris pendant l'occupation, puisque pendant 2 ans, elle a été cachée dans une fosse. Dans la famille qu'elle montre, ce n'est plus le paysan qui l'avait gardée, c'est son fils. Le paysan était mort. Dans une fosse où étaient déversés les excréments des animaux de la ferme, où donc elle avait trouvé refuge. Alors elle nous présenta sa famille. Elle avait 3 filles, 3 fils. Nous avons vu que les 3 filles. On a été invités chez l'une, chez l'autre. Elle occupait une chambre dans la maison de son fils, qui était maire du village. Et dans cette chambre, il y avait un chandelier à 7 branches et une croix. Et une photo du mari qui était déjà mort. Voilà, ce fut une rencontre mémorable et le début d'une amitié qui dura jusqu'à sa mort. Voilà. Bon, je vais me borner à résumer rapidement son histoire, qu'elle a un petit peu résumée ici, mais je vais rajouter quelques éléments, tels qu'elle me l'a confié et tels qu'elle figure dans un certain nombre de récits qu'elle a confiés à d'autres. Et surtout, elle est l'un des témoins de la Fondation Spielberg, où elle a déposé un long témoignage. Alors parfois, ces témoignages ne correspondent pas complètement. C'est à la fois le même témoignage, et à chaque fois, il y a des petites variantes. Donc c'est un petit peu compliqué de retrouver le bon fil. Mais enfin bon, on fait ce qu'on peut. On est des chercheurs en sciences sociales, donc il faut trouver le fil qui convient. Mais elle avait toujours un discours fascinant, je dois dire. Alors elle est née, Mariana Adametchek, c'était pas son nom, elle s'appelait Blima de son prénom, Kurchant. Et comme elle l'a dit, il y avait dans son village à Kharleyov, qu'elle n'a jamais quitté, powiat de Loukov,
Elle est née en 1930. Et dans ce village, il y avait 5 familles juives. Son père à elle était cordonnier. Et sa mère, elle vendait des fruits au marché. La famille était pieuse, elle parlait yiddish. Et voilà. Et elle faisait appel à une voisine polonaise pour allumer les bougies et traire la vache. Parce qu'ils avaient une vache. Blima avait 4 sœurs, 2 frères. Et ils fréquentaient tous l'école polonaise qui se trouvait à 2 kilomètres de là. Ce qui explique qu'elle parle polonais comme parlaient les paysans polonais. Parler polonais comme ça, c'est du parler paysan. Voilà. Les parents se rendaient à la synagogue qui était là à 3 kilomètres. Et en 1940, la situation était encore supportable. Puis elle s'est progressivement aggravée. Des voisins, disait-elle, se montraient agressifs, en particulier des bandes de jeunes, qui brisaient les vitres, des sbires, moi j'ai traduit sbires, je ne sais plus comment elle disait ça en polonais, enfin, des sbires qui brisaient les vitres, qui harcelaient ses sœurs. Et bon, au début de l'année 42, une grande insécurité s'est abattue sur toute la région de Lukov, pas que Lukov bien sûr. Et la famille décida de se disperser. Alors la mère, un frère et 3 filles rejoignirent la ville de Serokomla, qui est située à 7 km. C'est un bourg relativement important. Et alors le père, le frère et une autre sœur cherchèrent de leur côté à se cacher. Et le 22 septembre 1942, les Allemands ont entouré la ville de Serokomla, ont réuni les 200 juifs de la ville de Serokomla et les ont emmenés et les ont fusillés un petit peu à l'extrémité de la ville. On a retrouvé les fosses. Il y avait 2 fosses qui ont été retrouvées en 1945. Les autorités polonaises de l'époque cherchaient où avaient été fusillés la population polonaise, pas que les juifs bien sûr, les populations polonaises. Et il y a un rapport qui existe de 1945 d'un officier de l'époque, de la milice, qui raconte qu'il a retrouvé les 2 fosses dans la ville de Serokomla. Et je crois que le croquis est montré dans le livre. Dans le texte que j'ai écrit. Alors pourquoi est-ce que ces 200 juifs ont été fusillés? Ça faisait suite à une action de représailles des Allemands, parce que 2 Allemands avaient été tués, et donc c'est une action de représailles. Voilà, donc la mère, les 3 sœurs et le frère de Blima en faisaient partie. Blima était parti paître des vaches non loin de là, chez des paysans, au moment du massacre, et le père travaillait comme cordonnier chez un paysan. Voilà, et donc à partir du 5 octobre 1942, date de la première déportation massive vers Treblinka, les Juifs se mirent à chercher des cachettes. Blima, avec son père, son frère, sa sœur, trouvèrent refuge chez un paysan du nom de Adameczek. Il faut dire que, comme souvent dans les villages polonais, là, en l'occurrence, la moitié du village s'appelait Adameczek. Donc, si vous allez aujourd'hui dans ce village de Karlejów, la moitié du village s'appelle Adameczek. Et il les a abrités dans cette porcherie, il y avait cette cachette. Et peu de temps après, le père quitta la cachette avec les siens pour rejoindre une forêt où se cachaient des juifs afin de respirer l'air pur. Je crois que le père n'avait pas complètement conscience du danger. C'était en octobre 1942. Il pensait encore pouvoir sortir, respirer l'air pur pour lui, pour ses enfants, et pouvoir y revenir. Ils y restèrent 15 jours, et cette décision du père de Blima coûta très cher à la famille. Les paysans informés, les Allemands informés par la population locale organisèrent une rafle dans la forêt. Au cours de cette rafle, comme elle le dit, Blima perdit son père, sa sœur, et elle-même fut blessée.
Et Blima, accompagné de son frère Leibush et d'une autre petite fille qui s'appelait Dora, rejoignit la cachette. Le frère Leibush, qui avait 20 ans, décida de la quitter. Il voulait combattre, il voulait se battre, il ne voulait pas rester caché. Et il fut tué ultérieurement par des partisans, chasseurs de juifs. Et en particulier par un certain Alexander Zdunek déjà, Alexander Zdunek, qui provenait du même village que Blima. Et on retrouva des actes. Anna Biconte, qui a écrit un texte aussi sur l'histoire de Mariana, a retrouvé l'acte judiciaire de ce Zdunek, mais on n'apprend pas grand-chose de l'acte judiciaire de Zdunek. Il n'y a pas beaucoup d'éléments d'appréciation. Blima et Dora restèrent 2 ans dans la cachette, donc de 42 à 44. Les conditions étaient difficiles, elles sortaient la nuit, le paysan leur donnait un peu à manger, pas trop, parce qu'il n'en avait pas beaucoup lui-même. Elles sortaient la nuit pour s'aérer, et le reste du temps, elles étaient accroupies, toutes les deux, dans cette cachette située près de la porcherie. Et le paysan déversait du fumier tous les soirs, et Blima, avec le temps, avait des maladies de la peau. C'était vraiment une situation extrêmement difficile. Je suis obligé de raconter ça par le détail, c'est anthropologique, mais je crois que c'est dans les détails que les choses se montrent. Voilà. Pourquoi le paysan les a-t-il gardés? C'est une question qui s'est posée, que je lui ai posée, et à laquelle elle a répondu « Je pense qu'il m'a sauvé parce qu'il avait peur des partisans juifs. » Parce qu'il faut savoir que dans cette région de Loukov, il y avait beaucoup de forêts, et dans ces forêts, il y avait des partisans de différentes obédiences, de l'Aka, et il y avait aussi des partisans juifs. Et donc, ce qu'elle dit, et je pense que c'est tout à fait plausible, elle avait peur, ils avaient peur, ce paysan avait peur des partisans juifs. En tout cas, Mariana Blima l'a de multiples fois remercié avec effusion et a demandé à ce qu'il soit devenu juste parmi les nations par l'Institut d'Yad Vashem, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire pour commencer. Les 2 jeunes filles ont promis de ne jamais se quitter. Est-ce que quelqu'un a lu mon texte, là, qui est sorti sur votre site internet, plus ou moins, non? Parce que tout ça est un petit peu raconté. Personne ne l'a lu, tant mieux. Et donc, les 2 jeunes filles ont promis de ne jamais se quitter. Dora était un peu plus jeune. Mariana, en 44, avait 14 ans. Dora en avait 12. Et en septembre 44, l'armée rouge libère la région de Loukov et les libère. Les 2 petites filles sont sorties de leur abri et elles sont séparées. Dora a été temporairement prise en charge par le comité juif. On parle du comité juif, elle en parle du comité juif. Vous savez que dans toutes les localités, dans beaucoup de localités, pas dans toutes, dans beaucoup de localités, il y avait des comités juifs qui se sont formés après la guerre. Il y en avait un à Loukov. Et le comité juif, quelqu'un du comité juif est venu chercher les 2 jeunes filles. Il a pris Dora parce que Dora connaissait quelqu'un dans le comité juif. Et Blima a été oubliée. Et je la cite, « Je demandais partout où elle était, Dora. Je ne l'ai plus jamais revue. Je suis resté, en français ça sonne pas bien, mais elle le dit bien, comme une épingle dans une barrière. » Donc ça veut dire toute seule et isolée. « Et tant que je vivrai, j'en voudrais aux Juifs. Me laisser ainsi, moi, une orpheline, je n'avais personne à qui écrire, car je ne savais pas écrire, parce qu'elle avait fait que 2 classes. » Elle le dit aussi, ça, qu'elle était devenue orpheline. Et donc elle rejoint le seul endroit qu'elle connaît, c'est son village natal. Elle rentre dans son village natal, elle voit que dans sa maison, il y a des gens qui sont occupés, elle voit que les vêtements de ses sœurs sont portés par d'autres jeunes filles. Et bon, elles ont été séparées pendant 71 ans. Et Blima en a voulu toute sa vie à Dora. Dora a réussi à rejoindre Israël en passant par la France. Elle avait des canaux, elle avait des, comme on dit chez Bourdieu, un certain capital social. Et donc,
Je ne sais pas si ça s'applique comme catégorie aux situations de l'époque, mais pourquoi pas. Et donc elle avait un certain nombre d'appuis. Grâce à ces appuis, bien que toute petite fille, elle a réussi à trouver de l'appui pour quitter Loukov, et par la Tchécoslovaquie, elle a rejoint Paris, et là, à Paris, elle a été prise en charge par les organisations juives, et en bateau, elle a rejoint Israël, et elle est devenue israélienne. Et en Israël, elle est devenue directrice d'école, tandis que Blima restait dans son village, dans un environnement plutôt hostile. Elle savait qu'aucun juif ne s'y trouvait, mais elle n'avait pas où aller. Et elle trouve refuge dans une maison où la maîtresse de maison la prend en charge, lui apprend les métiers de la maison, les métiers de l'époque, comme aide ménagère. Et le fils de cette dame la prend en charge. Il avait 10 ans de plus que Blima, donc en 1944, elle en avait 14, il en avait 24. Et il la prend sous sa protection, mais le village sait que cette juive est toujours là. Et elle dit différentes bandes, peut-être des représentants de l'ACA, peut-être des organisations nationalistes. Quand on la poussait, elle disait ça, mais en réalité, elle disait des bandes. Elle disait des bandes étaient là, et des bandes venaient et abordaient régulièrement la maîtresse pour lui dire il faut que tu régularises, comme on dit aujourd'hui, la question de cette juive qui habite chez vous, et que son cas soit réglé. Faute de quoi, un malheur pourrait lui arriver. Le fils, Władek, essaye de la prendre en charge, il dit attention, n'y touchez pas, mais il était clair que ce que demandait l'environnement, et y compris la maison, c'est qu'elle se convertisse. Voilà, donc Władek suggéra la conversion, il sentait les dangers venir, il y avait eu des menaces bien réelles. Elle devient catholique, change de prénom, elle devient Mariana. Et cela devient d'autant plus facile que le fils de la maison tombe amoureux d'elle et veut l'épouser. Et en 1946, elle l'épouse. Et bientôt, elle tombe enceinte, et comme elle a dit, il fallait que je sois jolie pour qu'un Polonais m'épouse. Et vous avez vu, enfin pour moi, c'est une très belle femme. C'est vraiment quelqu'un qui m'a touché au plus profond de moi-même, pas seulement par sa beauté, mais par le message qu'elle transmettait. Et j'en suis toujours un peu ému quand j'en parle. Donc, voilà, elle tombe enceinte à 16 ans, et voilà. Arrive le comité juif, une fois qu'elle est enceinte, peut-être même que déjà elle a un enfant, et lui propose de s'en aller, de ne pas rester parmi ces paysans polonais, de trouver, viens, on te prend, tu es à nous. Mais il était trop tard. Elle a envoyé le représentant et a gardé toute sa vie un amer ressentiment contre les organisations juives. Elle donne naissance à 6 enfants, comme elle le dit. Un enfant donne naissance à un autre enfant, et elle devient une paysanne polonaise. Quand on l'a rencontrée, on pouvait se demander ce qu'il y avait de juif en elle. Sauf ce chandelier à 7 branches. Elle s'est donc intégrée. Elle allait à la messe, on le voit. Là, peut-être qu'elle force un peu le trait parce qu'il y a la caméra. Donc elle dit, voilà, on voit bien qu'elle se distingue. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit distinguée à chaque messe. Mais elle allait à la messe. Et elle m'a dit à moi, mais au-dedans, j'étais autre chose. Oui, vous étiez autre chose. Tu étais autre chose parce qu'on s'est tutoyé. Elle parlait polonais comme les paysans polonais de cette région. Et elle a vécu les conditions d'une femme rurale pendant 50 ans qui ont suivi la guerre. Elle aurait pu traîner l'assassin de son frère en justice, un voisin, mais elle ne souhaita pas semer de troubles au village. D'autant qu'elle a dit qu'elle avait des enfants, ils allaient à l'école. Elle ne voulait pas agiter ce cocotier-là, et aussi elle avait peur, je pense, d'un retour de bâton contre elle. Et puis il fallait élever 6 enfants, leur exploitation n'était pas grande, et son mari et elle pratiquaient différents métiers. Elle a travaillé notamment dans différentes coopératives agricoles, elle se rendait même à Varsovie pour vendre ses produits. Voilà, on va encore revenir sur elle au cours de cette période-là.
Bon, je dois dire que j'étais sociologue, et je suis toujours sociologue, mais là j'ai enfreint une règle qu'un sociologue ne doit pas enfreindre, c'est-à-dire rentrer dans des rapports personnels avec l'objet de son terrain, si je puis dire. Et elle me regarde un jour droit dans les yeux, elle me dit « On est devenus amis ». Bon, d'accord, on est devenus amis. Elle me dit « Je veux aller à Paris ». Avec ses beaux yeux bleus, elle me dit « Écoute, je veux aller à Paris. Tu veux aller à Paris ?» Bon, d'accord. Alors, nous avons organisé son voyage à Paris. Nous avons organisé son voyage à Paris. Elle est venue à Paris et à Paris, je lui ai organisé 3 rencontres. 3 rencontres, une rencontre avec les anciens de Loukov, parce que comme vous le savez peut-être, mais les organisations, les juifs survivants d'un certain nombre de localités ont créé des sociétés. À Paris, il y a un certain nombre de sociétés, et donc il y a des sociétés de survivants, des sociétés de Loukov, et la société de Loukov, d'ailleurs, a écrit un document, comme beaucoup de ces sociétés, qui racontent comment ils ont survécu. Et le document des juifs survivants de la société de Loukov est très intéressant et m'a beaucoup aidé dans le travail que j'ai fait sur Loukov pour comprendre un point de vue juif sur Loukov. Parce que sinon, si je parle des sources sur la région, il y a les témoignages laissés par les juifs dans un certain nombre de documents, d'institutions. Il y a l'Institut historique de Juifs de Varsovie a recueilli un certain nombre de témoignages. À Yad Vashem, 10 ans plus tard, et il y a un décalage déjà de 10 ans, il y a des témoignages. Et puis il y a aussi Spielberg qui, 50 ans après, a recueilli aussi des témoignages. Et elle, Mariana, elle est 50 ans après. On ne la retrouve pas dans les autres témoignages. Elle était une paysanne, personne n'est allé la chercher pour lui demander un témoignage. Et donc il y a les témoignages, il y a aussi les procès faits pour collaboration après la guerre, qui sont une autre source, qui m'ont aussi un peu aidé pour raconter l'histoire des Juifs de Loukov et de leur stratégie de survie. Et puis il y a ce document de la société de Loukov. Il y a aussi un film, quelqu'un de cette société, parce que la société est très intéressante. La société a donné lieu à des Français illustres, pas des Français illustres un Français illustre pour de bonnes raisons, et un Français illustre une Française illustre pour de mauvaises raisons. Pourquoi de mauvaises raisons? C'est juste une petite anecdote de rien du tout, mais quand même, quand on cherche quand on fait une recherche, on tombe sur ce genre de choses. Vous avez tous entendu peut-être parler de l'attentat à Paris de la rue Marbeuf. Il y a eu un attentat en 82, un attentat islamiste, quelque chose dans ce goût-là. Et la personne qui en a été blessée et qui est devenue le porte-parole de ces gens-là s'appelait comment déjà? J'ai oublié son nom. Dab. Elle s'appelait Dab. Damp en polonais. Et elle est devenue une porte-parole blessée, mais qui racontait l'histoire de son attentat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait aussi un frère qu'on a beaucoup vu lors du Covid, parce qu'il était un grand médecin. Voilà, je ferme la parenthèse. On va revenir à Mariana, parce que c'est une parenthèse pas fondamentale dans ce que je viens de dire, mais c'est quand même important, parce que le père de cette dame a fait un film sur la ville de Loukov, 20 ans après, donc en 82-83, ils se sont rendus, les survivants de Loukov, voir ce qui restait des Juifs de Loukov. Il y a donc un film là-dessus qu'on peut voir au mémorial de la Shoah. Et donc, on a fait avec Mariana 3 conférences. Une conférence avec ces gens de Loukov, une conférence avec un centre bundiste qui s'appelle le Centre Medem, et un autre avec une association juive à Nancy, qui nous ont invités. À chaque fois, il y avait 50, 80 personnes. On montrait le film. J'ai montré le film. Et puis, ou pas, je ne me souviens plus très bien, ça fait déjà un certain temps, et elle a commencé à parler. Elle était tellement captivante et fascinante que
tout le monde était bouche bée et ils sont tous venus lui parler après. Et ce qui l'intéressait, ce n'était pas de voir la Tour Eiffel. Elle est venue pour parler de son expérience. Elle racontait toujours un peu la même chose et c'était toujours extrêmement émouvant. Alors, elle demande... Alors, bon, elle a vécu sa vie de paysanne en Pologne communiste. Ses enfants ont très bien réussi. Ils ont tous connu une mobilité sociale ascendante. Et on a bien pris conscience de sa vie d'adulte, puisqu'elle parlait autrement. Là, elle parle comme étant une survivante, mais au cours de 15 jours de côtoiement, c'est une autre Mariana qu'on voyait parfois. Une Mariana qui disait « mais moi, on sentait le socialisme réel pointer avec toutes ses contradictions, ses combines. C'était vraiment très drôle et très intéressant. Bref, un jour, elle était dans la difficulté et elle va frapper à la porte des institutions juives pour se faire aider. Parce que la vie était dure pour cette femme et cette toute petite exploitation qu'il fallait faire vivre. Et elle a été répertoriée dans une des associations, notamment l'association qui est née après 90, The Children of Holocaust, et elle allait régulièrement aux réunions annuelles de l'association The Children of Holocaust. Elle a retrouvé Dora, avec mon aide, et une rencontre avec sa fille qu'on voit ici a eu lieu dans la banlieue de Lublin, en 2015, donc il y a 10 ans exactement, qui dura 3 jours. Et il y a une photo dans le texte qui montre les deux femmes ensemble. C'était 71 ans après. Rencontre difficile, car Mariana avait un très fort ressentiment envers Dora. Et dès qu'elle l'a vue, elle a commencé... Alors les deux femmes se sont prises par la main, comme ça. Elles se tenaient tout le temps par la main, mais en même temps elle lui disait « Mais pourquoi tu m'as quitté ? Mais pourquoi tu m'as quitté ? Pourquoi tu m'as quitté ?» Et Dora, qui ne voulait pas venir vraiment, elle ne voulait pas venir, elle sentait qu'il y avait un piège dans ce voyage. Dora ne voulait pas venir, et finalement elle est venue avec son mari, sa fille, elle s'est laissée convaincre. Il a fallu la retrouver, ce n'était pas une chose si évidente. Finalement on l'a retrouvée, elle est arrivée, et le lendemain, elle a bien réfléchi durant la première nuit du premier jour, elle a dit « Je ne suis pas venue à un procès ici ». Elle a dit à Dora, à Mariana, « Je ne suis pas venue à un procès ». Mariana, elle a continué, elle ne voulait pas savoir ça. Voilà. Elle n'avait pas oublié le meurtre de ses parents. Et c'est aussi une chose qu'on a vue quand on était sur place. Elle nous a emmenés à Serokomla, là où avait eu lieu le meurtre de sa famille. Et elle a insisté, on a eu une rencontre avec le maire de Serokomla, sans elle, on a été voir le maire de Serokomla pour lui demander « Mais pourquoi vous ne voulez pas apposer une stèle qui commémore la mort, l'exécution des 200 juifs de Serokomla le 22 septembre 1942 ?» D'autant que, et ça Mariana l'avait vu, un autre village à 20 km de là l'avait fait. Pourquoi vous ne le faites pas ? On a compris qu'il y avait une difficulté, que probablement l'un des membres du conseil municipal n'était pas une personne vraiment très clean dans cette histoire, et peut-être avait-il mis le doigt dans l'exécution, on ne sait pas jusqu'à quel point, en tout cas il s'y opposait avec vigueur. Au bout de quelques années, quand même, une plaque a été apposée. Mariana était déjà morte, elle est morte en 2017, et peu de temps après, les survivants ont réussi à convaincre le conseil municipal de faire cette plaque. Malheureusement, Mariana ne l'a pas vue, et j'en suis bien triste pour elle. Alors, je dirais, pour essayer de conclure, d'où venait sa profonde douleur, répétée inlassablement à ses interlocuteurs. Donc elle disait qu'elle venait, et ça c'est sûr, de ce qu'elle avait été abandonnée par les organisations juives.
Sa résignation au changement d'identité, à la conversion, était un non-choix, une obligation. Et dans ses propos s'exprimait systématiquement la même amertume. La vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas été abandonnée, si elle était partie en Israël, et cette possibilité lui a été refusée. C'est pourquoi elle en voulait à Dora, la bourgeoise, d'avoir rompu le pacte de jeunesse et de malheur commun. Elle ressentait comme une inégalité de destin ce qui lui était arrivé, et cette injustice avait pris pour fixation la personne de Dora. Bon, est-ce qu'on peut analyser cette situation comme une justice de classe? Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et donc, autant Mariana ne sortait pas de son passé, autant Dora avait voulu s'en éloigner. Même quand elle est... Autant Dora avait voulu s'en éloigner, laisser la Pologne derrière elle, construire un monde nouveau. Voilà, il est même symptomatique qu'elle a oublié de parler polonais, Dora. Quand elle est arrivée à cette rencontre, qui a duré 15 jours, qui a duré 3 jours, elle ne parlait pas polonais. Au bout de 24 heures, c'est revenu, mais au début, elles avaient un mal fou, il fallait que je traduise. D'ailleurs, il y a un document que j'ai pas, qui est personnel, mais dans ce document filmé, les deux femmes parlent par mon intermédiaire, c'est moi qui traduis. Le lendemain, elles parlaient directement en polonais. Mariana n'était pas lettrée, elle était restée toute sa vie dans son village, inévitablement marquée par son passé. Et Dora, tout le contraire. Voilà, pour Blima, chaque maison, chaque arbre lui rappelait un univers de mort dont elle est devenue prisonnière. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et dont elle aurait voulu s'extraire, comme l'a fait Dora. Voilà, convertie à 16 ans pour sauver sa vie, elle a construite sur un cimetière dans une société hostile. Et elle a été consciente des dangers qui guettaient les siens pendant toute la guerre. C'est un traumatisme qui solda son enfance et son adolescence. Elle n'en sortit pas tout à fait indemne, tel est le prix de la résilience, puisque résilience il faut. Dans son cas, bien qu'elle fût une femme positive, on le voit, énergique et rayonnante. Elle n'avait pas les outils pour analyser son ressentiment, les mots pour le dire. Les Juifs, les organisations juives lui devaient quelque chose, et ce ressentiment s'est transformé en droit. Et c'est cela qu'on voit tout le temps. Alors, bon, je pourrais m'arrêter là. Je voudrais juste donner encore une petite précision. Elle a voulu prendre sa revanche de son invitation. Comme elle allait à la rencontre annuelle des enfants de l'Holocauste, elle m'a invité, et je suis venu passer 2 jours là-bas, où j'ai rencontré les enfants de l'Holocauste, j'ai vu un peu cette société, et donc c'était une manière pour elle de me remercier de son invitation. Et puis malheureusement, peu de temps après, elle est décédée, et ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà ce que je peux vous dire sur cette histoire. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, oui, donc un grand merci pour cette intervention. Je pense qu'il donne un aperçu à la fois des stratégies individuelles, évidemment, dans un contexte à la fois dramatique et très particulier, mais qui donne justement cette vision individuelle de la résilience et ce caractère d'adaptation, disons, à un contexte. On voit très bien, je trouve que vous le montrez très bien, à la fois ce maintien peut-être caché, en tout cas c'est l'intérieur de cette identité forte, et en même temps une intégration presque que parfaite, parce que je connais justement un peu cette région, et c'est vrai que c'est assez frappant. Elle parle vraiment comme les paysans locaux, enfin, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression que c'est vraiment une paysanne classique, enfin tout, rien ne la distingue de la population locale, évidemment. Donc là, c'est vraiment intéressant, cette double identité pratiquement. Alors, effectivement. Donc, je ne sais pas, effectivement, la discussion est ouverte. Si vous avez des questions, à la fois, je pense que des précisions historiques qui peuvent être intéressantes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Là, vous n'avez donné qu'un petit bout, finalement, de cette histoire. Je me suis focalisé sur la résilience, parce qu'il y a résilience, il y a. Cette femme, il a fallu quand même... Elle a voulu vivre, hein. Comme dit Edelman, la vie, c'est le plus important. Donc, elle aurait pu choisir la mort. Elle aurait pu choisir de mourir, elle aurait pu choisir... Elle a choisi la vie
au prix d'une abnégation forte et au prix d'une conversion forcée et peut-être d'un mariage à moitié forcé, pas impossible. Elle était contente de son mari. Elle causait paysan. Elle ne disait pas que son mari, il ne la battait pas. Donc c'était déjà un point important. Et puis elle le dominait. Il est clair que c'était une personnalité très forte. Elle domine tout son monde. On a été dans la réunion des filles. Là, les deux filles nous ont invités, Monique et moi, nous avons été la voir. Elle dominait ses filles, et probablement qu'elle dominait ses fils. En tant que belle-mère, elle ne devait pas être facile. Elle avait pris une de ses belles-filles en grippe, la femme du maire. Elle dominait son mari. C'était quelqu'un d'une puissance extraordinaire, très extraordinaire. Et ça, je vais vous demander, pour lancer la discussion, peut-être si on revient sur ces questions des appartenances, enfin, des positionnements, comment une question intéressante, c'est comment est-ce que ces enfants voient cet héritage qu'ils ont reçu à la fois, c'est-à-dire l'histoire de leur mère et surtout celle qui a été mise en avant aujourd'hui, c'est-à-dire que les enfants, on voit en Israël sa fille. D'ailleurs, on voit Mariana aussi comme elle en veut à sa famille. Sa famille était partie en Israël avant. Oui, tout à fait. Et donc, ils lui disent « Ah, on t'attendait. » On voit bien comme elle dit « Mais vous ne m'attendiez pas du tout. » C'est sorti d'une manière extraordinaire dans ce film. Les enfants, père catholique, mère juive, mais qui... Oui, parce qu'ils ont ce double attachement et véritablement qui est... Alors, les deux filles que nous avons rencontrées, la troisième non, mais les deux filles étaient témoins de Jéhovah. Donc c'est quand même une rareté. Hein. C'est la modernité. C'est une rareté quand même. Les témoins de Jéhovah en Pologne, c'est quand même pas évident. Elles n'étaient pas catholiques, elles n'étaient pas juives, elles étaient témoins de Jéhovah. Les enfants d'une des filles, elle voulait l'envoyer en Israël, donc elle voulait quand même qu'il y ait un lien avec la famille en Israël. Ça a été compliqué parce qu'elles sont des enfants de ce paysage, de ce village. Comment aller aboutir en Israël, enfin, c'était compliqué. Elles nous ont demandé notre aide, mais moi je ne savais pas très bien comment les aider. Donc voilà les filles, comment elles sont. D'ailleurs, à Paris, quand elle est venue, il y a eu un épisode tout à fait dramatique, puisque l'une des filles, la fille qu'on voit, voulait rejoindre les enfants de Jéhovah. Donc elle a été à une rencontre des enfants de Jéhovah à Paris. Et elle est venue, c'était pas loin de notre quartier, nous on habite dans le 19e. Donc elle a été à une rencontre des témoins de Jéhovah, elle était invitée à dîner, et puis elle n'a pas pensé nous dire où elle était. À minuit, elle n'est pas là. À 11h, elle n'était pas là. Et Mariana a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'habite au bord du canal, on traverse un petit pont, et Mariana a dit, elle a fait ce geste-là, comme dans Shoah, hein, vous vous souvenez le film de Shoah, pour ceux qui l'ont vu. Ça y est, ils ont zigouillé ma fille, elle est tombée dans le canal. Il y a eu une panique à bord, mais quelque chose d'extravagant. Et j'ai pris ma voiture, j'ai été à la réunion de Jéhovah, parce que je l'avais déposée devant la réunion des témoins de Jéhovah. La réunion était finie, où était la fille? On ne savait pas qu'elle avait été invitée. Et je préviens une amie qui parlait polonais, je lui dis, Janie, je vais faire un tour, voir où sont. Je ne peux pas laisser Mariana toute seule. Et Monique était là, elle ne parlait pas polonais, donc il y avait un problème. J'ai dit à Janie, il faut que tu viennes tout de suite, tu parles polonais. Il était 11h du soir, Janie, c'était le genre d'amie on pouvait à 3h du matin débarquer chez elle. Elle s'est habillée en 5 minutes, elle était là, elle commençait à calmer Mariana, elle disait, écoute, calme-toi, mais on ne pouvait pas la calmer. Pendant 1 heure, ça a été vraiment une angoisse venue de loin. Et à minuit, la fille arrive comme une fleur. Ah oui, j'ai été invitée, mais tu ne t'es pas rendu compte à quel point ta mère était angoissée. Ah non, je ne savais pas. Enfin voilà, petit épisode, mais qui est d'histoire de témoins de Jéhovah. Voilà pour les enfants. Pour que la justice soit faite, quand même, il faut dire qu'il y avait une lettre de l'oncle d'Israël dont s'est accaparé un voisin qui s'est accaparé également des affaires de Blima et de sa famille. Et donc elle ne l'a eu qu'à la mort du voisin, parce que le voisin ne lui a pas transmis la lettre, mais
il l'avait gardé et sur son lit de mort, il lui a généreusement octroyé le droit de prendre connaissance de cette lettre d'il y a des décennies. Donc oui, donc une petite remarque. Et puis est-ce que tu as pu établir quelque chose à propos de cette exécution à Serocom là? Quel était le rôle de la population locale, des sapeurs-pompiers, de la police bleue et de la population civile. Et puis et aussi sur enfin, ce qui m'intrigue toujours, il n'y a pas eu de procès si j'ai bien compris, c'était juste les minutes d'une enquête. À propos de M. Zdonek, qui finit, enfin qui est déclaré, cette enquête, cette investigation est déclarée caduque, plus ou moins, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, en grande partie, sinon essentiellement, grâce à Blima, qui témoigne à la décharge de M. Zdonek, ainsi que son mari d'ailleurs, le mari de Blima. Donc, ça, et ma vraie question, qu'est-ce que tu penses de la catégorie de marane? Est-ce qu'on peut l'appliquer à Blima? Parce que c'est de ça qu'elle a l'air. Hein. Bon, et c'est très rare. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la question identitaire, mais c'est quand même rare. Sinon, pour moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est un si fort sentiment d'appartenance au judaïsme. C'est extraordinaire ce qu'elle c'est difficile de répondre à une question pareille. Souvent, il arrive souvent, on le voit même aujourd'hui à travers un certain nombre de gens, à Paris même, qui ont traversé la vie en étant militants d'une cause ou d'une autre, citoyens de ceci ou de cela, et qui, dans le contexte d'aujourd'hui, redeviennent juifs. Hein. Non mais attends, j'ai pas fini. Ouais. C'est le cas de Daniel Cohn-Bendit, par exemple, qui récemment se revendique comme étant juif. C'est quand même très intéressant. Son livre, il vient d'écrire un livre de mémoire, et dans ce livre de mémoire, il raconte ça. Et pas que lui, il y en a plusieurs. Blima, il y a une analogie avec Blima, Marianna, en ce sens que elle a dû traverser toute sa vie dans la Pologne communiste pour gagner sa vie pour sa famille et elle n'avait pas de place pour son identité marane. Dans un coin, il y avait quelque chose de cela. Dans un coin. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ce coin, surtout au cours de sa vie. Je n'ai pas été là pour voir est-ce que tu fais ceci, est-ce que cela. Le fait est que quand elle a eu besoin des institutions juives, elle a frappé à la porte. Et après, une fois que les enfants ont été élevés, elle est devenue beaucoup plus juive. Ce voyage en Israël a dû probablement jouer aussi son rôle. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point la catégorie de maranisme s'applique. Oui, probablement ça s'applique parce que le maranisme s'applique à des tas de situations variées et différentes. Alors, ces recoms-là, non. Moi, mon travail, c'était un travail sur les stratégies de conversion dans la région de Lukov. Dans la région de Lukov, il y a 23 bourgs, villages, gminy, je ne sais pas comment on dit en polonais, gminy, en français gminy, des bourgs, des bourgades. Donc 23, c'est beaucoup de monde. Et les archives, quand elles parlent des 23, donc moi, je me suis attaché à chercher le destin des Juifs dans ces 23 bourgades à travers les différents documents dont je disposais. Et ma réflexion portait sur les stratégies de survie. Et dans le cadre des stratégies de survie, il y avait la stratégie de conversion de Blima. Et elle n'est pas la seule dans le livre. Il y a d'autres cas de figure comme ça, de petites filles qui ont essayé de survécu, qui sont à chaque fois des situations douloureuses, difficiles. Donc c'était ça mon propos. Et il y avait d'autres stratégies de conversion, et elles sont énumérées dans mon travail. Donc je ne me suis pas arrêté, pour répondre à ta question, en particulier sur la population de Serokomlam. Si j'avais pu avoir des documents qui spécifient leur rapport à ce qui s'est passé, ben je l'eusse fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas ces documents. Mais on peut documenter
l'attitude des populations locales dans un certain nombre de situations. Et il y a des situations très différentes. Il y a des situations différentes. Il y a des maires très différents. Il y a des maires qui jouent le jeu de la collaboration des Allemands, et les maires étaient dans une situation quand même très difficile, parce qu'ils répondaient, quand un juif passait dans une bourgade ou dans un village, les habitants étaient tenus de les dénoncer et de les signaler au maire. Et le maire était censé le signaler à la police polonaise ou à la gendarmerie allemande. Et les maires étaient il y a des cas de maires très différents et très difficiles. Il y a des maires qui sont de vrais collaborateurs, et il y a des maires qui, la mort dans l'âme, le font. Il y a des paysans qui cachent des juifs, il y a des paysans qui ne les cachent pas. Tout ça est expliqué dans cette étude sur Loukov, qui est quand même une étude de plus de 70 pages, que je peux mettre à la disposition de ceux qui le veulent en français. Mais donc ça ne portait pas spécifiquement sur ces recommes-là. Non, mais je parle du problème de la commémoration de ce lieu. J'ai pas investigué ce point, surtout que ça s'est fait après la recherche. Ouais. Quand j'ai fait ma recherche sur ces recommes-là, tout ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait quelqu'un au conseil municipal qui ne voulait pas que cette plaque soit apposée. J'ai appris longtemps après qu'elle l'avait été. Alors bon, il aurait fallu que je rentre, que je retourne. Et quelle est l'inscription sur la plaque? Je ne sais pas. Ça doit pouvoir se trouver. J'ai appris tout cela déjà quand la recherche a été publiée. La recherche a été publiée en 2018, la version anglaise en 2022. Donc voilà, j'étais passé à autre chose. Mais il y a encore une chose à propos du maranisme. Parce que Blima, quand même, elle a été élevée dans une famille orthodoxe très croyante, donc elle est bien consciente de la règle du Kol Nidre. C'est-à-dire tous les serments qu'on avait prêtés C'était une pauvre paysanne. Attends, pauvre paysanne. Elle avait classiste, là. Elle n'avait pas de cette culture. Elle se souvenait du Mais Shabbat. Attends, Kol Nidre, c'est bien Yom Kippour, c'est bien Oui, la fête la plus importante. Oui, où tout le monde se rend à la synagogue. Pas elle. Mais à l'époque, même les non-croyants. donc, Elle avait 9 ans. Elle avait entre 7 et 9 ans. Elle ne se souvenait pas. Moi, elle m'en a jamais parlé. Et dans tous les documents qu'on a, j'énumère dans mon papier, et c'est sur le site du centre, j'énumère tous les moments où elle a commencé à parler de son expérience. Dans aucun de ces textes n'apparaît ce que tu aimerais que soit évoqué. Dans aucun. Et à moi, elle ne me l'a jamais dit, donc je n'ai pas d'éléments pour répondre. Ouais. Et la synagogue était où à l'époque? À 3 km. Et dans Et j'ai pas eu quelle localité Je ne sais pas, mais dans Harley, je pense. Tout ça, c'est une localité avec beaucoup de petits Colonies, émaux, habitats, etc. langues. Et aujourd'hui, j'y ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas demandé à Mariana où se trouvait la synagogue? On aurait pu retrouver la synagogue. Moi, ce qui m'intéressait, c'est uniquement la cachette où elle se trouvait, le paysan où elle était. J'étais obsédé par ça, j'étais pas obsédé par la synagogue où allaient ses parents. Après, j'y ai repensé, je me suis dit, flûte, là, t'as manqué quelque chose. Bon, voilà. Puis on a été voir les filles, enfin, tout ça, il y avait un contexte qui... Voilà. Mariana n'est intéressante ici pour moi que comme un cas de résilience par rapport au travail que vous menez depuis toute l'année. Mais le propos, 1, une monographie, 2, réfléchir sur les stratégies de survie. Et les stratégies de survie, il y en a 5 qui sont énumérées dans le livre. Il y a les stratégies de survie qui consistent à faire ce qu'elle a fait, des conversions. Il n'y en a pas beaucoup des conversions. Est-ce que c'est la stratégie la meilleure? C'est pas évident. La meilleure stratégie, c'était d'aller chez les partisans juifs. Il y avait des stratégies de conversion chez les paysans polonais. Tu restes chez un paysan polonais, là, tu es à l'abri, etc. Dans l'étude que j'ai faite et dont les résultats sociologiques ont été analysés par une méthodologue qui a étudié ça avec moi en détail, il s'avère que les stratégies de survie chez les paysans n'est pas la stratégie la plus payante. Et là, il y a eu des divergences enfin, pas des divergences, mais des différences d'approche entre moi, ce que j'ai fait, et ce qu'ont fait les autres collègues.
dans d'autres régions. Je pense que c'est parce qu'ils ne disposaient pas d'un sociologue qui pouvait faire le travail en détail sur l'efficacité des stratégies de survie. Mais d'après ce que moi j'ai analysé, se sont sauvés le plus, c'est ces juifs qui ont réussi à rejoindre les partisans juifs. Maintenant, la statistique ici que j'ai utilisée, elle est très peu parlante parce qu'on applique une statistique à des cas qui ne sont absolument pas justiciables d'une analyse statistique. Je me suis amusé à faire des statistiques. Et donc c'est des petites tendances, mais en réalité, aucune de nos analyses n'est statistiquement valable, parlante. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec nos petits moyens, parce que quand même, on a très peu de cas de survie. Quand on sait que dans les 9 régions analysées, où les Juifs se cachaient, ou chez des paysans, ou dans les forêts, ou par des stratégies de conversion, il n'y a que 1 à 3% des Juifs survivants qui ont survécu. C'est vraiment statistiquement infime, ce n'est pas parlant. La seule chose qu'on sait, c'est que il y a eu, par rapport à la population juive de 1939, entre 1 et 3% des Juifs qui ont survécu. Voilà. Et ça, non, je vais vous demander, parce que vous avez évoqué cette stratégie des partisans, justement, et est-ce que les partisans ils prenaient en charge les enfants aussi? Parce que je suppose que les partisans n'étaient pas très favorables à accueillir des enfants, c'était plus compliqué de les gérer, donc peut-être elle n'avait pas du tout ce choix-là, en fait, finalement. Dans les textes que j'ai lus, et qui sont présents dans le livre de l'historien local sur Loukov, Tchoubachek, et dans les récits du livre de souvenirs de Loukov, de Zilberging, voilà, le nom m'est revenu, Zilberging, Anna Zilberging, et dans ce livre-là, il y a des partisans juifs qui ont survécu. Ils ne parlent pas des enfants, ils parlent des actions qu'ils ont tenté de mener, des blessés qu'ils ont eus, des morts qu'ils ont eus, de ce qu'ils ont réussi à faire, de ce qu'ils ont réussi à ne pas faire. Bon voilà, on ne parle pas des enfants. Oui, c'est ça. Donc pour les enfants, peut-être c'était pas une option finalement qui existait. Peut-être que les partisans, c'était les jeunes hommes pratiquement. Les enfants étaient avec leurs parents chez les paysans. Oui, La plupart du temps, c'est ça. Oui, juste une remarque, parce que tu parles nous parlons des stratégies de survie, mais là, elle se convertit après la Shoah. Donc en fait, pour elle, la question de la survie persiste. Hein. La Shoah n'est pas vraiment terminée. Elle se convertit bien après la fin de la guerre. Enfin, bien après. Non, en 44, déjà 45. Ah, déjà 45. En tout cas, c'est ça qui vaut la peine d'être souligné, je crois. Et puis, oui, à propos des sources, on en a parlé ce matin. Elles sont très imparfaites, enfin défectueuses, et souvent quand on commence une enquête sur le terrain, des cas qu'on rencontre, on ne les trouve pas dans les sources, et puis on se rend compte que les sources sont vraiment, c'est juste la surface, et puis elles sont aussi très succinctes, très... les enquêtes de Dovgrodsky, donc là effectivement... C'était juste pour appuyer ce que tu viens de dire. Moi, j'ai juste... le mot stratégie, bon, ça a été un projet collectif, c'est le titre d'un livre. Et puis le résultat ne dépendait pas de la stratégie, en fait. Et je ne suis pas sûr... Bon, c'était en partie des stratégies. Est-ce que je vais chez un paysan ou est-ce que je reste en ville? Est-ce que j'annonce que je suis juif, ou est-ce que je ne le dis pas? C'est parfois plus des mécanismes que des stratégies. Mais parfois, c'est aussi des stratégies. Il y a un cas très intéressant dans la région de Loukov d'une jeune femme, qui est hébergée chez des paysans, et que je raconte dans le livre, qui est hébergée chez des paysans, et qui parle polonais très bien, et dont les parents sont dans le ghetto de Loukov, et qui travaillent aux travaux des champs, comme beaucoup
comme beaucoup de gens qui travaillaient, il n'y a pas que des juifs qui travaillaient aux travaux des champs, il y a aussi beaucoup de Polonais qui erraient, qui n'avaient pas de famille, pas de parents, pas de mère. Et donc, il y a aussi, là, dans ce cas particulier, elle se fait passer pour une Polonaise, elle dit que ses parents sont quelque part loin de là et qu'elle cherche du travail, donc elle est embauchée, elle travaille là, et quand elle apprend, et les paysans sont très gentils avec elle, et quand elle apprend qu'il y a une déportation des Juifs de Loukov en octobre 1942, la nuit, elle se met à parler yiddish. Et du coup, les paysans se rendent compte qu'elle est juive. Et ils lui disent, mais tu es juive, tu ne peux pas rester avec nous, tu es un danger pour nous. Et il la chasse, c'était des gens bien, il la chasse. Il la chasse et il l'envoie, non, ils l'ont gardé, ils étaient embêtés. Il la chasse chez un des frères du père, et là, elle est malheureuse parce que le frère, c'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs, qui a peur, et elle rentre dans un calvaire, elle rentre dans un processus d'errance qui fait que finalement elle revient au ghetto et elle arrive à s'extraire du ghetto. Voilà, il y a une histoire comme ça qui est racontée dans le livre de Loukov, Donc voilà les situations qu'il y avait à l'époque. C'était vraiment voilà. Et le résultat de l'opération ne dépendait pas de l'individu qui entreprenait tous ces gestes, toutes ces stratégies, qui décidait de lutter. Les stratégies, les possibilités de survie étaient quand même extrêmement limitées. Extrêmement limitées. Dans les sources, il y a aussi les documents laissés par les justes de Yad Vashem. Je me suis appuyé sur un certain nombre de documents. Les justes de Yad Vashem, les différentes dépositions dans les centres d'archives, les procès pour collaboration, ce que la commission centrale, les investigations faites par les commissions centrales pour savoir où il y avait des fausses, c'est tout ça qui fait un tout, qui m'a permis de faire la monographie. Mais il y a d'autres monographies qui sont très très fouillées et qui sont très très intéressantes aussi. Moi je vous invite à lire le livre, parce que pour ceux que ça intéresse, parce que là on parle d'un petit bout, focalisé sur la résilience, mais il y a des recherches très fouillées sur la manière dont les Juifs qui essayaient de fuir ont été exécutés. Il y a des choses qui sont absolument terribles. Voilà. Et des powiats où personne n'a survécu. Pardon ? Et des powiats où personne n'a survécu, comme Nowy Targ, chez Karolina. Il y a des endroits où les gens n'ont pas survécu, oui, bien sûr. Quand tu as entre 30 000 et 50 000 survivants dans la Pologne occupée par l'Allemagne nazie, c'est quand même extrêmement peu, puisqu'il faut savoir que la plupart des survivants ont survécu, soit en Union soviétique, y compris à Loukov, dans la région de Loukov. Il y en a qui ont quitté la région de Loukov pour aller vers l'Union soviétique et qui sont revenus de l'Union soviétique, ou alors dans les camps. Il y a eu un certain nombre de gens qui ont été ou dans l'armée Anders, ou dans l'armée Sikorsky, ou quelque part en Occident, et qui sont revenus. Ou dans les camps allemands, il y avait dans les camps de concentration. Mais dans la Pologne occupée, les conditions étaient tellement dures que très peu ont survécu. Et voilà, les premiers qui sont revenus à Loukov, c'est des Juifs qui ont été des Juifs de Belgique, qui sont venus en 1948. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Loukov, en 1942, il y a eu 2 ou 3 vagues de déportation, mais il y a eu aussi une très très grande exécution dans le bois d'à côté, le bois de Malsanov, où 4000 Juifs ont été exécutés et enterrés dans le bois de Malsanov. Et quand il y avait du vent, il y avait des ossements qui apparaissaient. Et quand les premiers Juifs survivants sont arrivés de Belgique, et qu'ils ont vu ça, ils étaient horrifiés. Et ils ont été les premiers à construire ce qui est aujourd'hui le lieu de mémoire
des Juifs de Loukov, où ils ont pris toutes les pierres tombales qu'ils ont pu trouver, et ils en ont fait une espèce de petite pyramide. Je ne sais pas si je l'ai montré dans le livre, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça se trouve dans le livre de l'historien Tchoubachek, et c'est un monument très particulier parce qu'il est rare de trouver une pyramide faite à partir des pierres tombales. Voilà. Bah, écoutez, il est 18h30, Je si vous voudrais avez... encore demander sur Dora, parce que Dora, qui s'est retrouvée en Israël, oui, et Dora n'a pas essayé de retrouver Blima, de la chercher, de se contacter avec elle. Non. Parce que là, tu as dit qu'il y a eu une lettre, oui, mais de D'un l'oncle. oncle. Mais de l'oncle, De mais l'oncle de Blima. Dora de Blima, oui. Dora n'a pas essayé d'envoyer les lettres. Non, les choses Dora n'a pas voulu. Dora n'a pas voulu savoir. Dora était très embêtée. J'ai eu du mal à trouver Dora. Et même j'ai un cousin en Israël. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me rendre service? Je parle, excusez-moi, hein, dans ce genre de recherche, on est obligé d'utiliser toutes les armes possibles et disponibles. Hein. Je lui dis, est-ce que bon, c'est un gars qui est capable, il a été officier dans l'armée, il me dit, je te trouverai Blima. Et il a retrouvé Dora. Et quand j'ai eu Dora, j'ai appelé sa fille, parce que Dora ne voulait pas me parler. La personne avec qui j'étais en contact, c'est avec sa fille. Et j'ai un peu culpabilisé la fille. Je lui ai dit, écoutez, quand même, vous vous rendez compte, enfin, voilà, elles étaient toutes les deux ensemble dans cette cachette. Blima, c'est quelqu'un qui souffre. Il faut bien prendre en compte cette souffrance qui dure jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est possible que votre mère ne prenne pas cela en compte? Et je crois que la mère, à ce moment-là, a cédé. Et elles sont venues et on s'est retrouvés pas loin d'ici. Elles sont arrivées. J'ai été les retrouver à la gare, pas loin du Palais de la Culture, à la gare, et nous avons été tous ensemble en train à Lublin, où la fille de Marianna nous a accueillis. Et voilà, et on a été là-bas. Dora n'était pas très bavarde. Elle était là un peu à contre-cœur. Je ne sais pas si elle était sympathique. Je n'ai pas l'impression qu'elle était très sympathique, mais c'est peut-être une impression. Je parlais plus facilement avec le mari qu'avec elle. Et bon, mais je suis quand même très fier d'avoir organisé cette rencontre qui a duré 3 jours, que j'ai filmé, comme là, on est filmé. Je l'ai filmé, il y a un document que je n'ai pas encore utilisé, que j'espère un jour pouvoir utiliser. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, ça fait partie de mes archives. Et voilà, Dora, puis après, elle est rentrée, Dora. Non, Dora n'était pas très positivement attachée à l'idée de rouvrir son passé, se rappeler cette cachette pleine d'excréments, c'est quelque chose qui lui plaisait pas beaucoup. Et pour Marianna, au final... Et Blima, là, parce que comme tu as dit, après elle a beaucoup parlé, par exemple, dans ce document, si j'ai bien compris, de cette archive de Spielberg. Oui, de Spielberg. Oui, 2 heures et demie. Et avant, elle n'a pas parlé sur ça. Ou... Avant, si. Elle a parlé dans les enfants de l'Holocauste, Children of Holocaust, dans la version polonaise. C'est sorti en 93 dans le tome Dzieci Holokaustu mówią, voilà. Anna Bicont aussi l'a été la voir. Oui, il y a un chapitre. Il y a un chapitre consacré Blima. à Blima en 2023. Moi, j'ai fait aussi... Alors, j'ai parlé de Blima là-dedans, et j'ai aussi parlé de Blima quand elle est morte. J'ai fait une nécrologie où j'ai raconté la même histoire, parce que j'ai l'histoire, dans la revue du centre de Barbara Engelking, du centre de recherche sur l'histoire sur la Shoah, de l'extermination des Juifs. Donc là, j'ai aussi écrit un papier. Donc, non, elle n'a pas trop... Mais le document le plus exhaustif, c'est quand même ces 2 heures et demie qu'elle a raconté à une historienne polonaise qui est morte depuis, qui se trouve dans la fondation Spielberg. Là, c'est vraiment le document. Elle cause 2 heures et demie. Donc là, c'est vraiment... On la sent, on la...
de choses. Elle dit à Anna Bicant, qui d'ailleurs rend hommage à votre amitié et au mérite de monsieur et madame Chourec. Donc elle dit à Anna Bicant quand même, j'aurais dû l'avoir donné, le voisin qui a tué son frère. Donc là, il a un regret. Puis il y a un moment où la famille, il y a l'une des filles qui dit à Anna Bicant, écoutez, nous avons décidé que ça suffit, les visites c'est terminé, votre présence n'est pas bienvenue, n'est pas la bienvenue. Donc voilà. Évidemment, Anna Bicant a continué d'aller la voir. Donc ça, c'est le livre avec ce chapitre intitulé Blima. Oui, Blima en avait assez. Elle en avait assez. Beaucoup de gens venaient la voir. C'est les filles, alors que oui. elle, apparemment... Elle parlait facilement, mais les filles faisaient barrage, oui, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens aussi commençaient à s'intéresser. Quand tout le monde est venu, tout ça a commencé à faire cocotte minute auprès d'elle, et les enfants ont commencé à vouloir la protéger. Mais je vous invite à lire le papier sur les Loukov, parce que ce qui est intéressant en termes de résilience, puisqu'il faut parler de la résilience, ce qui est aussi intéressant, c'est le cas des autres petites filles, parce que les cas des autres petites filles sont vraiment... Il y en a qui deviennent complètement polonaises, qui chassent leur origine juive. Il y en a qui ne s'intéressent plus du tout à ça, et quand les comités juifs viennent lui dire « Écoute, mais il faut que tu reviennes dans la mère patrie, si je puis dire », il faut que tu reviennes de là d'où tu viens, elles étaient d'un antisémitisme farouche. Et l'une d'elles, qui était à Łódź dans les comités, là, elle a mis beaucoup de temps, elle le raconte, c'est raconté, elle a mis beaucoup de temps à redevenir juive. Donc il y a vraiment des cas d'une douleur extrême il y a 5 cas de petites filles qui sont ici décrits, et encore je n'ai pas voulu raconter toute leur vie parce que ce serait trop long. Donc j'ai pris les extraits nécessaires à l'explication de la stratégie de survie, puisque c'est là-dedans que je m'inscrivais. Mais leur histoire, par ailleurs, est vraiment terrible. Il y a des histoires vraiment très terribles qu'on peut trouver dans les récits de l'Institut historique juif, parce que la plupart de ces témoignages sont des premiers témoignages déposés à l'Institut historique juif. Soit elle venait elle-même, soit surtout il y a quelqu'un des comités juifs qui venait l'amener, il raconte ton histoire, et c'est comme ça qu'on a des documents vraiment très poignants. Les récits ne sont pas de même facture. Les récits les plus intéressants sont ceux déposés tout de suite après la guerre, 44-45, quand Borvitch, le premier directeur de l'Institut historique juif, a collecté les sources, il a eu les premiers récits, et ces premiers récits sont vraiment les plus intéressants. Yad Vashem l'a fait aussi, mais 10 ans après, c'était déjà beaucoup plus élaboré déjà comme type de récit, comme type de protocole, c'est beaucoup moins intéressant. Et les récits à Yad Vashem, à Spielberg, ne sont pas inintéressants, parce qu'on peut se demander comment est-ce que 50 ans après, est-ce que le récit fait 50 ans, ça tu dois le savoir, un récit fait 50 ans après les faits, est-ce qu'il tient la route ou pas? J'ai eu le même problème avant-hier avec Herzler. On n'en a pas parlé du tout avec Herzler, mais souvent, je me pose la question est posée quand je fais un laïus sur Herzler. Comment tu as quelqu'un qui te délivre une histoire orale, 50 ans après les faits, que tu retranscris. Quand tu le retranscris, ça devient un document écrit. Bon, très bien, c'est écrit, mais au départ, c'est oral. Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis, que ce qu'il te dit est juste? Il n'y a aucune preuve. La preuve, je l'ai trouvée, mais... Et Mariana, quand elle parle, 50 ans après, est-ce qu'elle ne brotte pas? En fait, elle raconte tout le temps la même histoire. Donc on sait que c'est la même histoire. Parce qu'elle l'a dit là, là, là et là. Et puis on a aussi la capacité d'analyse des sciences sociales qui permet d'évaluer quand quelqu'un est à côté ou quand quelqu'un n'est pas à côté. On sent très bien quand un récit s'échappe vers un imaginaire qui ne correspond pas du tout à la réalité. On le voit très bien.
Mais on voit aussi l'exactitude des choses. En général, le traumatisme est tellement fort qu'à part les détails qui concernent la date ou des choses moins importantes, le traumatisme de ces gens-là est tellement fort qu'on sait que c'est la vérité.